Vous êtes-vous déjà demandé à quel point il est réellement compliqué d'envoyer une fusée dans l'espace? Il ne suffit pas d'allumer un moteur et d'espérer le meilleur, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est un orchestre d'ingénierie, de physique et de chimie. Commençons par les bases, la propulsion à réaction. Toute fusée fonctionne grâce à la troisième loi de Newton, action et réaction. Nous expulsons des gaz vers le bas à grande vitesse et la fusée est propulsée vers le haut. Cela semble simple, mais comment parvenons-nous à expulser ces gaz avec autant de force? C'est là qu'interviennent les carburants. Nous avons principalement deux types, les liquides et les solides. Les fusées à carburant liquide sont plus complexes, mais aussi plus efficaces. Pensez à des combinaisons comme le kérosène et l'oxygène liquide, qui est une option courante, ou l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, qui offrent un rendement encore meilleur. Ensuite, il y a les hypergoliques, qui s'enflamment au contact, sans besoin d'étincelles. Et les carburants solides? Quels avantages offrent-ils? Ils sont plus simples à stocker et à manipuler. Imaginez un grand cylindre rempli d'un mélange solide qui brûle de manière contrôlée. Le problème est qu'une fois allumé, il ne peut pas être éteint, et ils sont moins efficaces que les liquides. Vous parlez d'efficacité. Comment mesure-t-on cela dans une fusée? Avec l'impulsion spécifique, ou ISP. C'est une mesure de la force de poussée obtenue pour chaque unité de propergol consommée par seconde. Plus l'ISP est élevé, plus la fusée est efficace. C'est comme l'autonomie d'une voiture, mais pour les fusées. Je comprends. Et pour qu'une fusée décolle, elle doit surmonter la gravité, n'est-ce pas? Exactement. C'est là qu'intervient le rapport poussée-poids, ou TWR. Pour qu'une fusée décolle, son TWR doit être supérieur à 1. C'est-à-dire que la force générée par les moteurs doit être supérieure au poids total de la fusée. Imaginez une fusée qui pèse 10 tonnes. Elle aura besoin de moteurs qui produisent une force de poussée supérieure à 10 tonnes pour pouvoir s'élever. Cela semble logique. Mais j'ai vu d'énormes fusées, avec plusieurs parties qui se séparent. Pourquoi font-ils cela? C'est la clé de l'efficacité, la conception multi-étage. Chaque étage a ses propres moteurs et réservoirs de carburant. Au fur et à mesure que la fusée monte et consomme du carburant, elle se débarrasse des étages vides, réduisant le poids total et améliorant l'accélération. C'est comme jeter du lest pour courir plus vite. Et de quoi sont faites ces fusées? Elles doivent supporter des températures extrêmes et une pression énorme. On utilise des alliages légers et résistants, comme l'aluminium, le titane et des alliages de nickel. L'objectif est de minimiser le poids sans compromettre l'intégrité structurelle. Les réservoirs de propergol, par exemple, doivent être capables de stocker des carburants cryogéniques à des températures incroyablement basses, comme l'oxygène liquide à -183°C ou l'hydrogène liquide à -253°C. Impressionnant. Et comment contrôle-t-on la combustion du carburant? Dans la chambre de combustion. C'est là que le carburant et l'oxydant sont mélangés et que la combustion se produit à haute pression et température. Ensuite, les gaz chauds sont dirigés à travers une tuyère, qui est un conduit de forme spéciale qui accélère les gaz à des vitesses supersoniques, générant ainsi la poussée. Et comment allume-t-on tout cela en toute sécurité? Avec des systèmes d'allumage sûrs et contrôlés. Selon le type de carburant, on peut utiliser des allumeurs, des pyrotechniques ou même la réaction chimique entre les composants, comme dans le cas des hypergoliques. La sécurité est primordiale, car nous parlons d'énormes quantités d'énergie. Comment alimente-t-on les moteurs avec le carburant? Il existe deux méthodes principales, avec des pompes turbo ou par pressurisation. Les pompes turbo sont des turbines qui pompent le carburant et l'oxydant à haute pression vers la chambre de combustion. Elles sont très efficaces, mais aussi complexes. La pressurisation, quant à elle, utilise des gaz inertes pour exercer une pression sur les réservoirs de carburant et forcer le flux vers les moteurs. C'est plus simple, mais moins efficace. Une fois que la fusée est en l'air, comment sait-elle où aller? C'est là qu'intervient l'avionique, qui est le cerveau de la fusée. Elle comprend des ordinateurs de vol, des systèmes de navigation inertielle, ou INS, et des systèmes de guidage avec des capteurs et des algorithmes. L'INS utilise des accéléromètres et des gyroscopes pour déterminer la position et l'orientation de la fusée, même sans dépendre de signaux externes comme le GPS. Les systèmes de guidage utilisent ces informations pour calculer la trajectoire et corriger toute déviation. Et comment corrige-t-on cette trajectoire? Avec des systèmes de contrôle qui utilisent des actionneurs, comme des ailerons ou la vectorisation de la poussée. Les ailerons sont des surfaces aérodynamiques qui se déplacent pour changer la direction de la fusée. La vectorisation de la poussée, quant à elle,
incline la tuyère du moteur pour diriger la poussée dans la direction souhaitée. Comment savons-nous ce qui se passe avec la fusée pendant le vol? Grâce à la télémétrie. La fusée envoie constamment des données sur sa position, sa vitesse, sa température, sa pression et d'autres paramètres aux stations terrestres. Cela permet aux ingénieurs de surveiller le vol et de prendre des mesures correctives si nécessaire. Tout cela semble très compliqué. Quel est l'objectif final de tous ces efforts? La charge utile. C'est la raison d'être du lancement. Il peut s'agir d'un satellite, d'une sonde spatiale, d'un équipage d'astronautes ou même d'expériences scientifiques. La charge utile est protégée pendant le lancement par une coiffe ou un carénage protecteur qui se détache une fois que la fusée est dans l'espace. Que se passe-t-il lorsque les étages de la fusée se séparent? On utilise des systèmes de séparation pyrotechnique, qui sont essentiellement des explosifs contrôlés qui libèrent les connexions entre les étages. C'est un moment critique, car toute défaillance peut être catastrophique. Et si la fusée ou une partie de celle-ci doit revenir sur Terre, comment la protège-t-on de la chaleur? Avec une protection thermique. Pour la rentrée atmosphérique, on utilise des tuiles en céramique spéciale qui résistent à des températures très élevées, ou des matériaux ablatifs qui se vaporisent graduellement, absorbant la chaleur. J'ai vu que certaines fusées peuvent atterrir de nouveau. Comment ça marche? C'est la clé de la réutilisation, et des entreprises comme SpaceX le démontrent. On utilise des systèmes d'atterrissage complexes, comme des grilles aérodynamiques qui agissent comme des freins, des ailerons pour contrôler la direction et des moteurs qui s'allument pour adoucir l'atterrissage. C'est incroyable comment nous sommes arrivés à ce point. Quand tout cela a-t-il commencé? L'histoire de la fuséologie est fascinante. Les premières fusées, bien que rudimentaires, remontent à la Chine du XIIIe siècle, où elles étaient utilisées à des fins militaires. Mais la véritable avancée est venue avec des pionniers comme Konstantin Tsiolkovsky, qui a jeté les bases théoriques de la fuséologie moderne, et Robert Goddard, qui a lancé la première fusée à carburant liquide en 1926. Et quel rôle a joué Werner von Braun dans tout cela? Von Braun a été fondamental. Il était l'ingénieur en chef du programme de fusée V2 de l'Allemagne nazie, et après la Seconde Guerre mondiale, il a dirigé l'équipe qui a développé la Saturne V, la fusée qui a emmené les astronautes sur la Lune. Il est considéré comme l'un des pères de la fuséologie moderne. La course à l'espace a été un grand moteur, n'est-ce pas? Sans aucun doute. La guerre froide a alimenté une compétition féroce entre les États-Unis et l'Union soviétique, ce qui a énormément accéléré le développement de la technologie spatiale. La Saturne V, par exemple, reste la fusée la plus puissante jamais construite. En parlant de réutilisation, comment SpaceX a-t-il changé la donne? SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale en démontrant que les fusées peuvent être réutilisées. Cela réduit considérablement les coûts d'accès à l'espace et ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale. Une fois qu'un satellite est dans l'espace, comment est-il placé sur l'orbite correcte? Il existe différents types d'orbites, en fonction de l'altitude et de l'inclinaison. L'orbite basse terrestre, ou LEO, est la plus courante, utilisée pour les satellites d'observation terrestre et la Station spatiale internationale. L'orbite géostationnaire, ou GEO, est à 36 000 km d'altitude et permet aux satellites de rester fixes au-dessus d'un point de la Terre. L'orbite polaire passe par les pôles et est idéale pour les satellites de surveillance. Et l'orbite de transfert géostationnaire, ou GTO, est une orbite elliptique qui est utilisée comme étape intermédiaire pour atteindre l'orbite géostationnaire. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre de lancement? C'est la période de temps pendant laquelle les conditions sont optimales pour lancer une fusée vers une orbite déterminée. On tient compte de facteurs tels que la position de la Terre, de la Lune et du Soleil, ainsi que de la trajectoire souhaitée de la fusée. Et qu'est-ce que le coup d'envoi? C'est un petit moteur utilisé pour effectuer un ajustement final de l'orbite du satellite. C'est comme lui donner une petite poussée pour qu'il reste au bon endroit. Pour revenir à la construction de la fusée, comment vous assurez-vous qu'elle ne se casse pas pendant le vol? Grâce à une analyse structurelle approfondie. Des modèles informatiques sont utilisés pour simuler les charges que la fusée supportera pendant le lancement et le vol, et les points faibles qui nécessitent un renforcement sont identifiés. Qu'est-ce que la dynamique des fluides numériques, ou CFD? C'est un outil fondamental pour la conception des fusées. Il permet de simuler l'écoulement des gaz autour de la fusée, le transfert de chaleur et d'autres phénomènes aérodynamiques. Cela aide à optimiser la forme de la fusée et à prédire son comportement en vol. Comment gérez-vous la chaleur générée par les moteurs? Avec des systèmes de refroidissement complexes. Des fluides réfrigérants circulent dans les parois de la chambre de combustion et de la tuyère pour absorber la chaleur et empêcher leur fonte. Que se passe-t-il si un système tombe en panne?
La redondance des systèmes est cruciale. Les composants critiques sont doublés ou triplés afin que, si l'un tombe en panne, un autre puisse prendre le relais. Cela augmente la fiabilité de la fusée. On dirait que construire une fusée est une tâche d'intégration énorme, n'est-ce pas? Absolument. Il y a des milliers de sous-systèmes qui doivent fonctionner en parfaite synchronisation. L'intégration est l'un des plus grands défis de l'ingénierie aérospatiale. Quelle est la précision requise pour les pièces? Les tolérances de fabrication sont extrêmement précises. Même de petites imperfections peuvent avoir des conséquences catastrophiques. C'est pourquoi le contrôle qualité est rigoureux à chaque étape du processus. Tient-on compte de facteurs tels que le confort des astronautes dans les fusées habitées? Bien sûr. L'ergonomie est essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être de l'équipage. Des facteurs tels que la position des sièges, la visibilité, l'accès aux commandes et la protection contre les radiations sont pris en compte. Quel est l'impact des lancements de fusées sur l'environnement? C'est une préoccupation croissante. Les lancements peuvent générer une pollution atmosphérique et sonore, et peuvent également affecter la couche d'ozone. Des carburants plus propres et des technologies de lancement plus durables sont en cours de développement pour minimiser l'impact environnemental. Qui régule tout cela? Il existe des normes et des réglementations de sécurité très strictes qui doivent être respectées pour obtenir une licence de lancement. Des organisations telles que la Federal Aviation Administration aux États-Unis, par exemple, supervisent la sécurité des lancements. Que se passe-t-il sur la plateforme de lancement avant le décollage? C'est un processus méticuleux. Tous les systèmes de la fusée sont vérifiés, les propergols sont chargés, la météorologie est vérifiée et des simulations de lancement sont effectuées. Le compte à rebours doit être passionnant. Sans aucun doute. C'est le point culminant de mois, voire d'années de travail. Une fois que les moteurs principaux sont allumés, il n'y a plus de retour en arrière. Que se passe-t-il pendant le décollage? La fusée commence à gagner rapidement de la vitesse, surmontant la force de la gravité. Le moment de pression dynamique maximale, ou max-Q, est celui où la fusée subit la plus grande contrainte aérodynamique. Qu'est-ce que l'arrêt du moteur principal, ou MECO? C'est le moment où les moteurs du premier étage sont coupés, juste avant la séparation. Après la séparation, quelle est la prochaine étape? Les étages successifs s'allument pour continuer à propulser la charge utile vers l'orbite souhaitée. Une fois que la charge utile est en orbite, que se passe-t-il? Elle est déployée, qu'il s'agisse d'un satellite, d'une sonde spatiale ou d'un équipage d'astronautes. Qui est chargé de suivre la fusée après le lancement? Les stations terrestres de suivi et de contrôle surveillent la trajectoire de la fusée et de la charge utile et envoient des commandes pour ajuster leur orbite ou effectuer d'autres tâches. Waouh! La quantité de travail nécessaire pour envoyer une fusée dans l'espace est stupéfiante. Je comprends maintenant pourquoi c'est si impressionnant. C'est certainement l'une des prouesses les plus complexes que l'humanité ait accomplies. Et maintenant que tu sais tout ça, que dirais-tu d'inviter nos explorateurs à participer? Je trouve ça génial. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur l'espace, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Exactement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Mettez un j'aime si vous l'avez trouvée intéressante et partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment aussi l'espace. Et bien sûr, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions. Nous adorons lire vos commentaires. À la prochaine, explorateurs!